Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat avec Benjamin Griveaux. On est heureux de vous accueillir pour ce dernier numéro de l'année. Une émission de circonstance, puisqu'on va passer au crible les stratégies d'entreprise dans deux secteurs qui représentent un petit peu la fête, l'événementiel et le champagne. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Les dirigeants viennent donc nous parler, vous le savez maintenant, de leur secteur, de leurs projets, de la façon dont ils voient l'avenir. Et on verra aussi avec vous, Benjamin, l'information qui a retenu votre attention. On va prendre le train. Ah, un teasing. Après votre choix, Benjamin, ça bouge dans le secteur de nos invités. Dans le monde de l'événementiel, très touché par la crise. Les états généraux des festivals viennent de s'achever. On en parlera avec vous, Angelo Gopé. Vous êtes directeur général de Live Nation France, leader de la production de spectacles dans le monde. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et puis, nous nous intéresserons aussi au monde très festif du champagne. Charline Drapier, bonjour. Vous êtes copropriétaire de la maison de champagne Drapier et vous nous direz comment la pandémie du Covid a fait exploser le marché. Bienvenue. Face à ces enjeux, quel virage stratégique opérer, quel virage négocier, comment avancer dans Next Step? Nos invités livreront leurs orientations pour les mois et les années à venir. Enfin, moment très attendu, les bonnes notes du mois, puisqu'elles elles récompensent les meilleures initiatives d'entreprise en matière stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti. Et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et c'est donc le choix de Benjamin. Et votre choix, Benjamin, se porte sur Accor, qui se relance dans le luxe, on va dire, tous azimuts. Et oui, Florence, Accor accélère la cadence et ne cache plus son ambition de devenir un nouveau poids lourd mondial dans le domaine du luxe. Les annonces se sont multipliées par le groupe dirigé par Sébastien Bazin ces dernières semaines. D'abord, la collaboration avec un groupe italien reconnu, le groupe Arsenale, spécialisé dans l'hospitalité de luxe pour faire revivre les mythiques trains Orient Express dans un esprit très Dolce Vita. Grâce à ce partenariat stratégique et qui plus est européen, Accor donne une dimension tout autre à la marque Orient Express, partagée avec la SNCF depuis 2017, mais qui pour l'heure ne propose que des réceptions de journée. Accor et Arsenal ont déjà acquis 6 trains pour un total de 70 voitures, dont 2 seront sur les rails normalement dès 2023. Quelle est l'arrière-pensée? C'est un moyen pour Accor de concurrencer LVMH? Vous voyez le mal partout, Florence, oui, mais oui, bien sûr. Jusqu'ici, le monopole des voyages à bord de l'Orient Express était détenu par LVMH via la marque Belmond, sa maison spécialisée dans le tourisme de luxe, qui avait été acquise en 2018 pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Et il faut dire que cet engouement des grands groupes pour les trains de luxe est dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que le sujet climatique est dans tous les esprits. Nous sommes amenés à changer nos habitudes de consommation. On l'avait vu avec Jean-François Rial lors de notre première émission, et cela passe notamment par une modification de nos manières de voyager. Par exemple, en voyageant moins souvent, mais un peu plus longtemps. Le train coche donc toutes les cases du parfait voyageur responsable version COP26 en attendant la prochaine. C'est un marché à très fort potentiel, et ça, le groupe Accor l'a parfaitement compris. Et puis, puisqu'un train peut souvent en cacher un autre, Accor saisit le renouveau de la marque Orient Express pour se développer dans son cœur de métier, l'hôtellerie. Accor et Arsenal vont donc ouvrir des hôtels étiquetés Orient Express. Le premier ouvrira à Rome en 2024, de quoi s'assurer une partie de la clientèle. Le dernier kilomètre consistera donc pour le groupe Accor à emmener les voyageurs du train directement dans leur chambre d'hôtel. Oui, donc si je comprends bien, cette marque Orient Express, ça s'inscrit dans une stratégie de développement, on va dire, plus global pour le groupe Accor. Tout à fait. Accor ne se contente évidemment pas de remettre l'Orient Express sur les rails, mais il lance aussi son portefeuille d'hôtels Emblems Collection. Objectif 60 établissements ouverts d'ici à 2030, avec à la clé un business model de franchisé et un objectif qui est très clair pour le groupe Accor, préserver l'âme et le charme des établissements, tout en apportant le savoir-faire et évidemment la force de frappe du réseau Accor. Voilà un nouvel accélérateur pour la filière du luxe, parce que c'est bien d'une approche globale de l'univers du luxe dont il est question, du monde de l'art au travers d'un partenariat avec Faena, à celui de la restauration avec Paris Society par exemple. Accor signe donc un nouveau renforcement stratégique de son image de marque dans le luxe, une industrie qui a su montrer sa très grande résilience. Évidemment, elle a été frappée très durement avec des pertes colossales en début d'année 2020 suite à la crise Covid, mais 2021 marque déjà des records avec un retour à des chiffres qu'on a connus avant la crise. Et donc Florence, vous l'aurez compris, avec une stratégie assumée, Accor est bel et bien sur les bons rails. Comme c'est bien dit, Benjamin. Peut-être faire réagir nos invités justement sur ces projets, ce choix stratégique d'Accor, Charline Drapier.
Alors, je pense qu'effectivement, le train est l'avenir de la mobilité. Et moi, ça me parle particulièrement puisqu'il y a une transformation du rail et avec des classes à faire, avec la proposition de Champagne maintenant aussi en business class ou en classe à faire. Donc, on voit vraiment une transformation de ce secteur. Oui, donc là, l'Orient Express, ça serait parfait pour donc un proposer du champagne. Voilà. Express et Oui, Drapier, exactement. demain, Vous m'avez donné une idée. Voilà. Angelo Gopé. Je trouve que c'est intéressant et pertinent, parce que je connaissais pour l'instant que LVMH, et pas, qui s'occupait de la marque Balmain. Et ce qui est bien, c'est la proposition qu'on peut avoir. Pour l'instant, il y a Venise, qui est mis en place par Balmain et l'Orient Express. On verra, ils vont aller sur Rome. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est toutes les entreprises et tous les gens qui peuvent faire rêver les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant au sortir de la crise, c'est d'arriver à faire rêver les gens et de leur donner des objectifs qu'ils ne réaliseront pas, et arriver à faire rêver les gens, leur dire qu'aujourd'hui, ils peuvent voyager pendant 2-3 jours. Effectivement, on va voyager différemment, on va voyager mieux, et c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est de faire rêver les gens, c'est ce qu'on aime faire tous les jours, qu'on soit artiste, qu'on soit entrepreneur, et je pense que c'est toujours bien d'avoir des gens qui sont entrepreneurs et qui risquent, parce que nos métiers sont des métiers à risque, et plus on voit les gens qui entreprennent, mieux c'est pour nous, parce que ça veut dire que le business marche bien en France et que tout le monde sera heureux. Et du coup, on aura un package alors complet avec un événement le soir, spectacle le soir, c'est ça. Et puis, ou un concert à Paris au départ de Rome. Voilà. Ou des artistes dans le train. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans ce qu'on peut proposer. On peut mettre des artistes, on peut mettre des artistes en découverte, on peut faire des choses. Je pense que aujourd'hui, le spectre est très large dans ce qu'on peut arriver à faire. Et on pourra en discuter un peu plus tard. Mais ce qui est important et intéressant, c'est de sortir de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas se dire forcément que la musique est dans les écouteurs, que les concerts sont dans les salles. Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers les gens, il faut qu'on crée des événements spéciaux, il faut qu'on fasse aujourd'hui permettre aux gens de réaliser des rêves dans des endroits qui sont spectaculaires et incroyables. Et oui, se réinventer justement. On va en parler. Vous restez avec nous, on poursuit cette émission avec nos invités puisque ça bouge dans leur secteur. Place au Move. Et place à l'événementiel et au spectacle, secteur au cœur de l'actualité, parce que secteur qui a été durement touché, qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Angelo Gopé, bonjour, vous êtes directeur général de Live Nation France, leader mondial de la production de spectacles. Donc le Covid a fait des dégâts. Est-ce que les Français sont retournés dans les salles, peut-être pas autant qu'espéré ? Beaucoup de Français sont rentrés dans les salles, sont rentrés dans les festivals, parce que les festivals ont lieu cet été, et on sent qu'il y a une petite réticence, mais qui est temporaire, parce qu'on voit vraiment que c'est tout ce qui est vente ponctuelle entre octobre et décembre, janvier, où les gens sont un peu réticents, où les gens ne vont pas dans les salles, mais on peut se rendre compte que tout ce qui a été mis en vente après le mois de mars 2022 se vend très bien, parce qu'on est en plein air, parce qu'en été, on est au printemps. Et c'est vraiment ce qui pâtit, c'est la période d'hiver. On a mis en vente Coldplay, on a vendu 320 000 billets en 2 jours, 4 stades de France complets. Red Hot Chili Peppers, on a vendu 140 000 billets. Ils n'ont jamais fait plus d'un stade, on en fait 2. Donc les gens ont envie de sortir. Notre festival à Paris qui s'appelle la Palozza, on a déjà vendu plus de 60 000 billets. C'est des chiffres qu'on atteint normalement au mois d'avril, au mois de mai. Donc les gens ont envie, mais il y a une réticence, je pense, qui est liée effectivement à la période d'hiver, où les gens se disent que leur priorité aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller voir un spectacle. Ils sont sortis du Covid, ils veulent aller au restaurant. Les restaurants sont complets de partout, bon, pas depuis 15 jours parce que c'est compliqué, mais on avait moi j'ai des amis restaurateurs entre septembre et novembre, ils n'ont jamais eu des chiffres comme ils ont eu. Donc les gens ont envie de sortir. Ils ont mais c'est moins vrai quand même pour les festivals, pour le spectacle, etc. Il y a plus de frilosité. Je pense que c'est le fait d'être à l'intérieur. C'est le fait d'être à l'intérieur, de se dire... C'est pas une frilosité, je pense que c'est pas une priorité. C'est-à-dire que l'après-Covid, on se dit, voilà, c'est comme on dit, si on part sur une île déserte, avec qui on part. Donc là, c'est de dire, ce qu'on va sortir, où on va aller. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui nous a manqué le plus? Oui, les concerts, les spectacles ont manqué. Mais d'abord, les gens ont envie de se retrouver ensemble, de rigoler, de partager, d'aller au restaurant. Le restaurant, ça a été d'aller en vacances. On a pu voir... Moi, j'étais tout l'été sur la tournée de la BPI. Toutes les villes avaient affiché complet dans les hôtels. Je pense qu'ils n'ont jamais connu ça, même les dernières. Donc, et est-ce qu'il n'y a pas encore la croyance, alors que c'est démontré scientifiquement que les salles de concert, c'est pas un sujet en termes de contamination, est-ce qu'il n'y a pas encore cette croyance et que du coup, la proximité des fêtes de Noël, on se dit on va retrouver nos parents, nos vieux grands-parents, une petite réticence un peu qui peut être associée à ça? Ou est-ce que vous considérez justement qu'on a tourné cette page un peu des peurs infondées sur les foules et sur aller dans un spectacle? Il y a une part de dangerosité, ce qui est scientifiquement pas du tout démontré, et d'ailleurs c'est je pense pas.
Déjà, nous sommes la seule industrie en France à avoir fait un concert test pour prouver que nos lieux n'étaient pas des foyers de contamination. Donc le 29 mai, à la Cantal Arena, le Prodis s'est organisé avec le ministère et avec la PHP, le seul concert qui a prouvé que les lieux n'étaient pas des foyers de contamination. Mais je pense que c'est pas cela qui va gêner les gens, parce que ça date pas seulement du mois d'octobre, mois de novembre, c'est depuis le début et la reprise que les gens sortent moins pour aller vers les théâtres. Mais par contre, ils vont vers la nouveauté. Nous, on a le spectacle de Thomas Angel qui est complet tous les soirs. On a le nouveau spectacle de Gad qui est complet tous les soirs. Là, il part en tournée sur le mois de janvier et février à Paris au Palais des Sports et on va être complet. Donc les gens ont envie de sortir. Mais je pense que c'était, ce que je disais, la priorité. Qu'est-ce qui est la priorité à l'instant T? Le moment où on se libère, où on va. Et je pense que les moments en famille, les moments conviviaux, les moments où on mange, on boit, on discute, pour moi, sont passés en priorité, et aussi surtout le voyage. Il y a des gens qui ont commencé à voyager parce qu'on les avait enfermés pendant 2 ans. Donc je pense que le court terme, c'était ça. Et puis encore une fois, je le dis, on voit qu'à partir du mois de mars, des ventes de spectacles. Mylène Farmer a vendu 400 000 billets, donc c'est pas une peur. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas une situation qui est un peu différente en fonction du type d'artiste? On voit que les têtes d'affiche arrivent à remplir. C'est moins vrai quand même pour les artistes moins connus? Non, parce qu'on a plein de jeunes artistes qui arrivent aujourd'hui, des nouveaux artistes. Billie Eilish, on a mis en vente, on a vendu 15 000 billets. Donc les gens vont dire oui, mais alors peut-être les vieux. Ben non, ceux qui sont un peu plus vieux, on a mis en vente Sting, on a vendu 7 000 billets en 2 jours à Rouen. C'est pas pareil. Donc je pense que c'est pas forcément une question de jeunes artistes. Oui, ça va être un peu plus compliqué pour les scènes émergentes parce que les gens vont peut-être pas vouloir tout de suite aller les voir. Donc je pense qu'il faut pas prendre des risques et de faire des concerts trop tout de suite. Mais moi je pense qu'à partir du mois de mars, si je le veux et qu'on a une accalmie au niveau du virus, il y aura plus aucun problème. On voit qu'il y a plus de salles nulle part, il y a plus de disponibilité. On a des concerts. Oui, ils ont un peu des fourmis dans les jambes, les artistes, après avoir été enfermés pendant... Le public et les artistes. Je pense qu'il faut être assez logique et c'est pour ça qu'il est important que le gouvernement écoute ça. C'est qu'il y a encore 3, 4, 5 mois qui vont être compliqués. Il faut rester à l'écoute des producteurs et de la filière. Il faut les aider. Il faut encore les accompagner parce que ça va être difficile pour eux. Et il y a la PLD, l'activité partielle. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire c'est ouvert, tout va bien. Donc nous, ce qu'on a vécu, c'est ouvert, il n'y a plus d'aide. Non. C'est pas possible, c'est ouvert, il n'y a plus d'aide. Aujourd'hui, c'est compliqué. Sur la route, les musiciens se font tester tous les jours. C'est une vraie contrainte pour être sûr que quelqu'un n'ait pas le Covid. Et si quelqu'un a le Covid, c'est cas contact pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concert le soir même. Donc, c'est des contraintes qu'il faut quand même rentrer dans un cadre d'une tournée. Et donc, moi, je salue vraiment tous ces gens qui, depuis 3 mois, sont sur la route parce que c'est pas facile pour eux. Mais voilà. Il y a vous qui organisez des spectacles. Est-ce que la période Covid, il y a par exemple eu une flambée dans la production littéraire? Ça a été une période d'introspection, les gens étaient chez eux, ils ont beaucoup écrit, il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis sur cette... Est-ce que pour les artistes, ça a été aussi foisonnant et est-ce que ça va amener justement à des spectacles un peu différents ou est-ce que au contraire, c'était plutôt de la frustration qui n'a pas été une période très créative? Je pense que déjà, il y a eu une période qui a pu être de frustration, mais la majorité des artistes, pour la première fois de leur vie, je crois, ont pris des vacances, ont pris du temps avec leur famille, n'avaient pas de voyager. Ils ont retrouvé cet aspect de famille qu'ils n'avaient pas avant. Parce qu'un artiste, il est sur la route, il est en studio, il est sur la route, il est en promo, il est en studio. Là, au début, c'était un peu compliqué. Tout le monde faisait son live à 18h. Mais après, ils ont passé des moments en famille. Au bout d'1 an, c'était usant, ils ont voulu reprendre la route, mais je pense que c'était bien pour eux. Je pense que c'est bien pour eux de se reposer, d'être un homme et une femme, comme tout homme et une femme, et de profiter de la vie. Après, ils ont recommencé à écrire. Effectivement, ils ont lu. Et je pense que ça va se ressentir sur les spectacles, sur les albums et sur les tournées, parce qu'on va voir différemment. Et de toute manière, la sortie de Covid va être une vie qui va être différente pour tout le monde. Peut-être pour les styles de musique. Voilà, on a vu que après la sortie du Covid, c'était l'électro qui faisait le plein parce que le public était plus jeune. Donc voilà. Est-ce que ça, c'est une tendance qui va perdurer ou c'est vraiment du court terme pour vous? Du court terme. Je pense que c'est juste une vague où les jeunes ont eu cette envie de sortir. Ils ont eu cette rage pendant 2 ans où on les a enfermés et on a pu le voir. Il n'y a pas que les concerts électroniques et les festivals, il y a aussi des boîtes de nuit. Moi, j'ai des amis qui ont des boîtes de nuit, des pauvres, ils sont fermés. Mais entre septembre et décembre, c'est des chiffres qu'ils n'avaient pas vus depuis... Je ne sais même pas s'il y avait des chiffres pareils. Donc, les gens avaient vraiment envie de sortir, les jeunes avaient envie de sortir. Je pense que les autres avaient d'autres priorités. Mais voilà, il faut juste qu'on arrive à prendre du recul par rapport à ça. On n'a pas de solution. On pensait il y a 1 mois qu'on était sorti de là. On ne savait pas qu'il y avait une 5e vague. On ne pensait pas qu'il y aurait Omicron. Il y a peut-être des doutes. Je pense que
ce qui est important, c'est de garder cette foi, de se dire de toute façon, ça va recommencer, il faut qu'on tienne, et pour tenir, il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on ait des collectivités, des gouvernements qui soient à notre écoute et qui puissent comprendre les contraintes qu'on a et comprendre aussi les artistes, parce qu'il y a des fois où c'est assez compliqué de se dire qu'on va revenir, pas revenir. Un concert, c'est pas on ouvre la porte et on commence. Les artistes ont besoin de répéter, ont besoin de travailler et ça prend du temps. Donc je pense que tant qu'on s'écoute tous, tant qu'on peut arriver à mettre ensemble en perspective des retours, les artistes vont donner du mieux qu'il soit, les gens vont continuer à rêver et le meilleur est à venir. Et s'il y avait un message à passer aujourd'hui au pouvoir public sur le fait que voilà, on va manifestement vers des périodes où on peut avoir des variants, on va peut-être devoir se vacciner tous les ans, en tout cas un peu comme la grippe. Comment est-ce qu'on gère ça, non pas avec des hoquets, mais disons de manière calme, posée, rationnelle, pour pouvoir permettre justement aux artistes de tourner, de rencontrer leur public et de faire ça avec les contraintes de ce qu'est une tournée d'artistes. Je pense que déjà, il faut arriver à se dire qu'il y a deux prismes différents. Il y a le monde culturel subventionné et il y a le spectacle privé, qui est une industrie créative et culturelle. Et on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Je pense qu'on a trop tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Et quand on dit on ouvre les lieux culturels, on se dit que tout va bien. Non, parce qu'il y a des gens qui sont subventionnés, donc eux, ils ont un fonds de roulement où ils peuvent se permettre de perdre de l'argent. Et nous, on ne peut pas. Et justement, il y avait eu cette différence après le Covid entre les festivals subventionnés et ceux qui ne l'étaient pas. Tout à fait. Et le problème, c'est que nous, le taux de rentabilité, il est élevé. Donc, quand on fait un festival aujourd'hui, nous, on a été poussé à faire un festival à Fontainebleau en disant allez-y, les festivals auront lieu. On a fait notre festival. Finalement, on n'a pas été aidé parce qu'on est une entreprise privée. Et on se dit, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on nous a dit de faire au mois d'avril. Alors que les autres, oui, les autres ont eu lieu parce qu'ils ont eu la subvention 2020, subvention 2021. Et je pense que s'il y a quelque chose à tirer du Covid, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a une véritable industrie du spectacle vivant et que je pense qu'il ne faut pas qu'on oppose les deux. Et on a trop tendance à les opposer depuis des années et on ramène trop les choses dans le même bain alors que c'est deux choses complètement différentes. Et la pandémie a prouvé que nous, on était agiles, on était souples. Moi, je te rappelle qu'en février 2021, on expliquait que les festivals pouvaient avoir lieu si on avait un pass sanitaire. Parce qu'on expliquait qu'on avait aujourd'hui TAC et qu'on était le seul pays au monde à avoir une application qui était anti-Covid. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de la créer, les autres n'avaient pas créé. Et on leur a dit, si on arrive à agréger le QR code qu'on a avec le vaccin, avec le TAC, on pourra avoir lieu. Fin de non-recevoir au ministère de l'Agriculture. Vous vous rendez compte, ce n'est pas possible, c'est intrusif, on ne peut pas y arriver, les gens auront notre contact et tout. Et puis je leur ai dit, mais vous savez quoi ? Qu'est-ce qui est intrusif ? Vous avez TikTok, Instagram, Facebook, c'est pire que TAC. Donc voilà. Le problème, c'est que c'est une posture dogmatique. Ouais. On est dans des gens qui sont accompagnés, qui sont aidés. Nous, c'est notre argent. Donc quand on nous dit, vous êtes obligé d'annuler parce que c'est pas possible, et quand on nous dit, au mois d'avril, parce que le président décide que la vie, c'est un pass sanitaire, voilà, je pense qu'on est assez brillant, on est assez intelligent, on est responsable, on sait ce qu'on fait, on a vécu le Bataclan, on est sorti du Bataclan grandi, on a vécu le Covid, on va sortir du Covid grandi. Et je pense on a accepté, nous, dès le départ, le pass sanitaire parce qu'on savait que c'était la seule issue. Donc il y a des gens qui étaient réticents en disant mais c'est pas possible, les gens ne veulent pas, nos spectateurs. Mais qui on est pour dire que nos spectateurs ne veulent pas ? Une posture personnelle, elle est personnelle. Le problème, c'est que dans notre milieu à nous, il y a des gens qui ont des postures personnelles et qui rayonnent sur les autres. Non, les gens veulent sortir, on a pu le voir, quand le pass sanitaire a été mis en place, tout le monde l'a. Et aujourd'hui, c'est facile de l'avoir. Donc je pense qu'on a perdu trop de temps là-dessus. On aurait pu avoir beaucoup plus de choses bien avant. On aurait pu dépenser beaucoup moins d'argent à accompagner les entreprises parce que nos événements auraient eu lieu. Et je pense que ce qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui de tout ça, de cette période-là, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont des compétences. Il faut qu'on soit à leur écoute. Il y a des gens qui travaillent et qui sont là pour entreprendre. Il y a des gens qui sont là pour faire de la politique. Et dans la musique, il y a trop de gens qui font de la politique et qui ne reprennent pas, et qui ne reprennent pas assez. Voilà. Et puis faire tomber sans doute les barrières entre le public et le privé, ce que vous disiez. Oui. On n'arrivera jamais. Mais si, on va y arriver. Il y a une initiative qui a été prise, je crois, récemment, qui s'appelle French Touch, qui est le coq orange autour des industries créatives et culturelles, et justement qui a vocation à fédérer un peu tout le monde, si j'ai bien compris. Je te coupe parce que French Touch, c'est mis en place par la BPI. Donc par le privé. Oui, mais... Donc moi j'y étais et je participe avec eux et je fais la tournée avec Patrice, avec Nicolas Dufour. Ça fait 2 ans. C'est exceptionnel ce qu'ils mettent en place. Mais encore une fois, la majorité des gens qui sont sur la French Touch, ils sont du privé. Il y a très peu. Effectivement, les gens du gouvernement viennent, mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie. Ils viennent par obligation,
parce que c'est la BPI et que c'est le gouvernement. C'est ce qui a manqué, justement, rapprocher public et privé dans ces états généraux des festivals qui ont eu lieu? On n'a pas du tout rapproché le public et le privé, parce que le privé était exclu. Donc aujourd'hui, on fait des états généraux des festivals sans les privés. Donc, voilà. Et on résume ce sont les festivals par le prisme des festivals qui sont en majorité subventionnés. Tant mieux, la France a besoin de festivals subventionnés, mais, parce qu'il y a 1900 festivals, et 70% d'entre eux sont subventionnés. Mais on n'a pas la même rentabilité, on n'a pas la même écoute, on n'a pas la même chose. Et puis encore une fois, quand moi j'écoute ce qui se dit des festivals et des états généraux, on parle de concentration, on parle de privé, on parle des grosses boîtes, on parle des gens qui achètent. Moi, j'ai acheté aucun festival depuis 10 ans, et on continue à dire qu'on va acheter. Donc je pense que c'est tout ce qui est public, pour moi, est trop hypocrite. Et les états généraux étaient beaucoup plus hypocrites que constructifs. On va faire réagir Charline Drapier. On va bientôt vous passer la parole en plus dans votre secteur. Mais vous y retournez dans les festivals, dans les concerts, où il y a cette petite réticence. Et puis est-ce que justement, là, ce secteur durement touché par la crise, ça a un impact sur votre activité ? Non, moi, j'ai aucun problème. Au contraire, je suis ravie d'assister au spectacle vivant. J'ai juste des billets qui ont été décalés, je crois, pour la 3e fois. Et j'imagine que ça sera la 4e cette année. Mais non, au contraire, il faut faire vivre la culture au sens large. Alors, on oppose culture et privé. Pour moi, c'est de la culture. Ça reste de la culture. Et effectivement, on a vu qu'il y avait un report qui était peut-être plus sur les restaurants. Parce que je pense qu'il y avait de l'échange. On en parlera peut-être au sujet du champagne, mais je pense que c'est un divertissement qui est aussi important dans la culture française. En tout cas, vous, votre secteur, il a retrouvé le sourire cette année. Fini les mines tristes de l'an dernier. La reprise des ventes est même spectaculaire. Vous êtes copropriétaire de la maison de champagne Drapier. Ces fêtes de fin d'année se présentent bien. Oui. L'opposé total de l'année dernière. Oui, alors l'année dernière, effectivement, on a pensé que ça allait être dramatique pour le secteur, mais on est quand même, on parle pas de la même échelle que le spectacle vivant, parce qu'en fait, à l'annonce du confinement, il y a eu une crainte énorme. Moi, je me souviens de réunions de crise, soit avec ma famille, soit avec des confrères de la Champagne. On s'est dit, c'est pas possible, on va perdre on va perdre toutes nos ventes. On s'est retrouvé à des moins 80, moins 90%. Mais au final, il faut imaginer que la première année, donc en 2020, la Champagne a perdu un peu moins de 18% de ses ventes. Ce qui fait qu'il y a quand même 8 bouteilles sur 10 qui ont été bues. Donc c'est quand même assez... c'était étonnant, en fait, de se dire que sur toutes les occasions de consommation qu'il peut y avoir, de célébration, de fêtes, etc., en fait, il y a eu un renouvellement à l'intérieur de la consommation et qui a été tout à fait étonnant. Et c'est vrai que cette année, pour finir sur 2021, il y a un rebond qui est encore supérieur par rapport à 2019, donc évidemment qui est bien mieux que l'année dernière, mais qui est aussi en croissance par rapport à une situation pré-Covid. Et ça, je pense que personne ne l'attendait. Et ça, c'est lié au changement de consommation et de mode de consommation du Covid, qui au fond, ce que vous disiez, il y a eu 78% de bouteilles qui ont été bues, avec peut-être des modes de consommation différents, et que les gens ont conservé en retrouvant en plus le niveau de 2019. C'est ça qui explique la différence. Alors, vous arrivez déjà à identifier les on a un facteurs. peu du mal nous-mêmes à comprendre ce qui se passe. On a pensé qu'il y a eu un phénomène de rattrapage, mais comme on fête tous les anniversaires qu'on n'a pas fêtés quand on n'était pas là. Nos partenaires, donc la filière, le champagne exporte énormément à l'étranger. Donc il y a eu un phénomène de restockage. Puis en plus, il y a eu la législation du Brexit qui a aussi impacté les décisions. Également Biden aussi qui a aussi changé la donne sur la stabilité des taxations sur les alcools aux États-Unis. Donc il y a eu un phénomène macro, mais aussi peut-être à l'échelle des foyers où ce qui ne se faisait pas dans les restaurants, effectivement, s'est reporté chez soi, avec une consommation à domicile. Et puis le champagne, est-ce qu'il n'a pas brisé ce plafond de verre des repas à table ? Maintenant, on boit du champagne à table, on en boit à l'apéro, donc on le consomme différemment, pour rebondir sur ce que disait Benjamin. Oui, alors j'aimerais bien parfois avoir une petite caméra pour savoir ce qui se passe chez les gens qui boivent le champagne, parce que c'est vrai que... l'apéro. L'apéro, ouais, moi l'apéro, c'est... voilà. Il faut l'avouer. Non, je le dis, je suis surpris. Les gens maintenant, parce que nous on fait des soirées, beaucoup de soirées, et avant les gens c'est toujours bière et vin.
Ouais. Et donc, j'ai dit, non, je suis désolé, moi, on est en France, il faut qu'on mette du champagne. Ouais, et ça Les marche gens bien. prennent plus de champagne que le reste. Donc, je pense que Voilà. c'est devenu Un vraiment... exemple vivant. Non, mais c'est pour ça, non, mais comme ça, il y a une réponse. Ouais. La petite souris, elle est là. Ouais. Donc, voilà, il y a vraiment... les gens ont appris à déguster le champagne et l'apéro, Ouais. l'ont apprécié, et c'est pour eux un geste qui est plutôt classe. Et on Ouais. préfère, en fin de journée, de prendre plutôt un champagne qu'une bière. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on le. Alors, nous, on l'observe dans les ventes. Peut-être, on se dit, c'est ce qui est en train de se passer. S'installer à table aussi. Je pense que pendant le Covid, il y a eu des moments de convivialité. Il y en avait, en fait. Ils étaient juste beaucoup plus restreints. Et on a vu des foyers plus restreints se faire plaisir avec des dépenses un peu plus exceptionnelles. On faisait des sur le apéros en quotidien. visio aussi. Hein. Voilà, Ouais. des apéros en visio, prendre le temps de dîner des choses un petit peu plus exceptionnelles. En fait, réintroduire de l'exceptionnel dans un quotidien. Ça, je pense que ça a changé. Et en fait, cette habitude, elle semble être restée, même s'il y a eu ce déconfinement. Il y a effectivement la restauration qui a énormément travaillé. Avec des tickets moyens qui ont augmenté, donc c'est-à-dire de se dire je vais rattraper ce que j'ai pas dépensé, je vais le dépenser maintenant peut-être, et puis en continuant à le faire aussi chez soi. Donc moi j'ai vécu en tout cas une vraie joie de vivre à la sortie de ce confinement, et peut-être que le champagne s'est retrouvé là au bon moment en fait. Et du coup, le profil type du consommateur, est-ce que, alors pas uniquement avec la crise sanitaire qu'on a vécue depuis 2 ans, mais est-ce que, comme les modes de consommation ont évolué, est-ce que le profil type du consommateur de champagne a lui aussi un peu évolué en France? Et puis, vous le disiez à l'export, parce que ça va être 85%, 90% à l'export, j'imagine, 80%. En valeur. En valeur. Est-ce qu'on arrive ça à avoir un profil type? Et est-ce qu'il est très différent, par exemple, d'Europe versus l'Asie? Oui, chaque pays est très différent. En France, on voit que le profil a rajeuni, c'est-à-dire que le champagne était quand même quelque chose d'assez statutaire. On achetait peut-être plutôt pour l'étiquette. Aujourd'hui, il y a une vraie curiosité sur la Champagne et ses diversités et qui prouve que le champagne est resté à la mode. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait la crainte des effervescents étrangers. Il semble que cette crainte, elle soit un petit peu passée et qu'il y a peut-être aussi la fierté de consommer français, peut-être aussi. Et donc finalement, le champagne qu'on a cru, même moi, à ma courte expérience, je me suis dit, oula, je suis dans une filière qui risque d'être un peu has-been dans quelques années. Et en fait, le Covid a un peu révélé le fait que ça ne l'était pas. Et ensuite, dans les pays étrangers, c'est assez différent. Par exemple, il y a les États-Unis. Les États-Unis, c'est un très, très gros marché pour le champagne qui est en forte augmentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connaissance du vin qui augmente très rapidement et avec une démographie qui est énorme. Donc, on voit que ce n'est pas forcément les mêmes personnes au Japon, pour citer les plus grands marchés, au Japon, en Grande-Bretagne, aux États-Unis qu'en France. Alors, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure avoir été un peu surprise par ce rebond spectaculaire des ventes de champagne, ce qui fait qu'il y a des tensions sur les marchés. Est-ce qu'il y a des stocks suffisants pour répondre à la demande? En clair, est-ce que les maisons de champagne comme la vôtre vont pouvoir faire face? Alors, c'est une question qui est vraiment très d'actualité, vraiment brûlante, puisqu'on est dans les semaines qui mènent à Noël et il y a effectivement des tensions, des ruptures et des cuvées. Nous, malheureusement, on n'a pas pu avoir toutes les cuvées disponibles parce qu'il y avait trop de tension sur les stocks. Il faut savoir que en Champagne, il se passe à peu près 3 ans entre la rentrée du raisin et le moment où ça se retrouve sur votre table. Donc, en fait, on ne peut pas répondre immédiatement à la demande. On a vraiment, on a besoin des vendanges, on a besoin des fermentations, on a besoin de la prise de mousse. Et donc, il risque de se poser un problème en 2022. Sauf qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend en 2022, vous venez de le dire. Est-ce que la situation va faire qu'il va y avoir des reconfinements ou est-ce que la dynamique qu'on est en train d'observer sur le champagne va se poursuivre? Si elle se poursuit, il risque d'y avoir un petit problème, mais je suis sûre qu'on va trouver des solutions. Parce qu'il y a le sujet des stocks et puis il y a le sujet de l'expédition et des transports. Et on sait que les prix, par exemple, des containers, je ne sais pas comment vous shippez vos caisses de champagne, mais les containers, les prix ont explosé. Et donc, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que ça impacte votre business ou est-ce que, au fond, c'est pas
stratégique? Si, c'est effectivement un gros sujet. Le champagne, c'est assez lourd en plus. Donc, c'est un sujet, mais on a remarqué que c'était plutôt de l'anticipation de nos partenaires, puisqu'en fait, nous, ce sont des importateurs locaux. Et là, il est vrai qu'eux sont obligés d'anticiper, mais parfois, on parle de 7 mois pour un container qui va à Hawaï, par exemple, ce qui était du jamais vu. Donc, il y a eu des ruptures, en fait, chez nos clients à New York, à Hawaï ou en Asie, mais qui n'étaient pas liés au fait que nous étions en rupture, mais parce qu'il y a eu des délais qui étaient extrêmement longs et que malheureusement, sur place, eux-mêmes doivent absorber des coûts qu'on partage en fait. On essaye au maximum, dans ces cas-là, de partager ces coûts de transport pour que le champagne, à l'autre bout de la planète, ne se retrouve pas 3 fois plus cher. Et oui, mais justement, est-ce que malgré tout, il faut s'attendre à une hausse des prix du champagne pour compenser ces coûts de transport, cette pénurie des matières premières qui vous touche aussi, comme les cartons, qui fait que c'est plus difficile d'exporter le champagne. Arrêtez les stocks, investissez dans le champagne. Non, mais je ne veux pas répondre pour l'ensemble de la filière, mais il est évident qu'il y a une tension et sur, quand on dit la matière première en champagne, c'est le raisin. Hein, donc sur le raisin, et puis sur le verre, sur le carton, etc., sur énormément de choses. La demande, en effet, est en forte croissance. Donc, sans parler de l'inflation, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y ait une augmentation des tarifs l'année prochaine, mais qui est juste la prolongation. Je ne pense pas que la Champagne va d'un seul coup décider de survaloriser et de doubler ses prix. Ça ne sera pas le cas. Bon, allez, vous restez avec nous après cette analyse très complète de vos secteurs. On va se tourner vers l'avenir. On va voir comment, dans ces domaines en pleine mutation, vous envisagez le futur. Comment se réinventer après la traversée du désert liée à la crise sanitaire? C'est un véritable défi pour le monde des festivals et du spectacle. Mais ce monde innove, c'est ce qu'on va voir justement avec vous, Angelo Gopé. Vous avez un regard à 360 degrés sur le monde du spectacle. Le principal défi, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire revenir le public dans ces festivals, dans ces concerts. Vous avez déjà quelques idées, quelques pistes ? Je pense qu'il faut qu'on arrive à rassurer les gens, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. Il faut qu'on arrive à proposer des nouveaux spectacles, des nouveaux modes de consommation. Il faut que les artistes continuent à investir comme ils faisaient avant sur scène, qui donnent envie aux gens de revenir. Et je reviens dessus, je suis désolé, mais c'est pas répétitif, mais quand on voit le travail que Coldplay a fait depuis 10 ans, les gens viennent voir des spectacles de Coldplay, et pas forcément pour un single. Ils viennent prendre du plaisir pendant 2 heures parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur le spectacle, ils mettent plusieurs scènes, ils mettent des effets. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que Coldplay est parti du principe qu'ils allaient faire une tournée mondiale à un zéro carbone. C'est-à-dire que, comme on se dit, faire une tournée mondiale dans tous ces pays, ils ont réduit effectivement les voyages, ils ont réduit les transports, ils ont réduit les camions. On est en train de travailler dans chaque ville, dans chaque salle, sur la réduction de l'effet carbone. Donc, je pense que tout ce qu'il y a demain, c'est vraiment cette prise en cause. Et du coup, ils compensent ? Parce que malgré tout, ça produit du carbone. Donc, il y a un système de compensation. Ouais, on compense, on va faire plein d'études. Donc, c'est pareil sur les festivals, c'est pareil sur les concerts. Il y a beaucoup de sujets qui nous attendent sur les prochains mois, les prochaines années. La RSE, l'environnement. Donc, je pense que c'est vers ça qu'on va se tourner dans les prochaines années. C'est l'émergence des nouveaux artistes. C'est une façon de produire des événements différents pour que les gens puissent les consommer différemment aussi. Alors, quand on parle d'événements différents, on parle, c'est à la grande mode, du digital, qu'on met un petit peu à toutes les sauces. C'est applicable, ça, au monde du spectacle? On peut imaginer des spectacles, des concerts, entre guillemets. Il y en a eu un peu durant le Covid, en figital. Non, mais c'est intéressant parce que c'était ponctuel. Aujourd'hui, nous, on avait fait une étude juste avant le Covid où les gens, 78% des gens disaient que les événements publics auquel ils participaient, celui qui était le plus intéressant pour eux, c'était le concert. Parce que c'est celui où on vit le plus d'émotions, c'est celui où on passe du temps ensemble, on se prend dans les bras, il y a une chanson qui nous ramène à quelque chose, donc ça ne remplacera jamais. Ponctuellement, ça l'a fait, c'était bien, mais aujourd'hui, on va voir un concert pendant 1h30 sur un téléphone. C'est compliqué. Donc, qu'on crée des événements qui viennent accompagner les concerts, qui viennent accompagner les tournées, des événements qui soient ponctuels ou créatifs, on crée quelque chose de spécial, oui, mais remplacer aujourd'hui les concerts, non. Le digital, on s'en sert comment? On s'en sert par le renouvellement des artistes. Je pense que ce qui a révolutionné la musique aujourd'hui, c'est le digital. Quand on prend la consommation musicale il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a des milliers d'artistes qui ont émergé. Oui, le sourcing des artistes a été complètement libéralisé par le digital. Voilà, avant, on était pris par l'obligation de se dire qu'un artiste, il était ou à la télé ou à la radio. Donc, on avait toujours les mêmes artistes, toujours la même musique.
Et depuis les plateformes digitales, aujourd'hui, le matin, on peut découvrir des centaines d'artistes. Et aujourd'hui, on voit que les gens vont voir des concerts parce qu'ils découvrent de plus en plus d'artistes. Et justement, ça va permettre de pérenniser, de diversifier l'offre. Complètement. Et surtout qu'on s'est rendu compte que vous prenez un jeune aujourd'hui, en 2021, un jeune en année 2000. Dans les années 2000, un jeune aimait une typologie de musique. Il était ou rock, ou variété française, ou musique électronique. C'est tout. Point. Parce qu'il il entendait que ça, puis il avait des œillères. Aujourd'hui, un jeune, il écoute de la musique électronique, il écoute de la variété française, il écoute du hip-hop, il écoute du rock. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un accès qui est multiple. Donc, ils peuvent écouter tout. On ne les a pas cloisonnés. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, le spectacle a pris le pas sur le disque, donc le spectacle gagne plus d'argent. Non, c'est parce que les gens ont découvert de plus en plus d'artistes et qu'ils ont envie de les voir. Avant, un artiste qui marchait faisait un zénith. Voilà. Et là, c'était un artiste qui marchait. Quand il était très, très connu, il faisait un accord à l'Arena. Et quand c'est une star, il faisait un Stade de France. Aujourd'hui, quand il est très connu, il fait un accord à l'Arena. Et quand c'est une star, il fait 2 ou 3 Stades de France. Donc, et c'est pas le mode de consommation des concerts qui a changé. C'est le fait qu'aujourd'hui, les gens découvrent de plus en plus d'artistes. Quand vous voyez qu'un album dans la semaine sort et qu'il est streamé à 100 millions de fois, c'est assez surprenant. Donc, je pense que voilà, c'est l'accompagnement digital qui permet aujourd'hui cette richesse dans la musique. Et alors, je vais être un peu provoque. Je reviens sur ce que disait Florence. C'est pas tant de regarder le concert sur le portable, mais on découvre l'univers du métaverse. Donc, bon, formidable. Il y a Justin Bieber qui a fait un concert il n'y a pas longtemps. Premier test. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que ça répond à une demande de cette nouvelle génération ? Moi, j'étais Guns N' Roses et Nirvana, alors ça remonte à Mathusalem désormais. Et c'est vrai que c'était très monomusical. Là, on a des goûts très variés. Est-ce que ceux qui ont 10 ans aujourd'hui et vont connaître peut-être le métaverse se diront dans 10 ans, au fond, je peux, avec un casque un peu malin, me faire un concert ? Ou est-ce que, d'abord, vous allez investir un peu là-dedans ? Ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout ? Est-ce que c'est un autre métier ? Comment vous voyez les choses ? Je pense qu'encore une fois, on a vu déjà, il y a une problématique. C'est une problématique internationale et francophone. C'est le mode de consommation. Aujourd'hui, un artiste international, il a une plateforme de jeu qui est internationale où il peut toucher des millions de personnes. Un artiste français, malheureusement, il va toucher que des centaines de milliers de personnes. Donc, au niveau de l'investissement, il ne pourra pas investir pareil. Donc, les retombées ne seront pas les mêmes. Par contre, effectivement, oui, Bieber, comme Dua Lipa, comme Billie Eilish, qui ont fait des vrais concerts qui étaient immersifs, ils l'ont fait ponctuellement. Et parce que ça répondait à une envie du moment. Et je pense que c'est bien de le faire. Mais ça vient compléter une offre. Ça vient compléter. Ouais. Oui, ça vient compléter, ouais. Mais comme BTS, ils ont fait un concert, 48 millions de dollars de recettes sur un concert, les gens étaient contents. C'est ponctuel, mais s'ils reviennent faire des concerts, les gens vont venir. Je pense que, encore une fois, il y a des nouvelles choses, des nouvelles plateformes qui sont mises en place. Il y a de nouveaux modes de consommation, mais je pense qu'il faut qu'on s'adosse à tout ce qui se fait pour continuer à faire grandir des artistes. Nous, par exemple, on a mis en place, pour l'annonce du concert de Vald, qu'une tournée qu'on annonce, on n'a pas fait des posters, on n'a pas fait des affiches, on a créé un film de 15 minutes en 3D, en immersif, complètement dans un studio qu'on a fait pendant 10 jours. Et c'était une façon nouvelle d'annoncer quelque chose, parce qu'on utilise des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour intéresser les jeunes, parce qu'ils s'intéressent à ça, et donc on a annoncé la tournée de cette manière. Donc je pense que on va tous être là-dedans et on va être accompagnés par ces nouvelles technologies. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire que l'une va nier l'autre. Je pense que c'est la force commune qui va faire qu'on va réussir ensemble à intéresser beaucoup plus de gens et puis surtout à apporter une réponse à nos artistes qui ont toujours envie de faire beaucoup plus et de faire beaucoup mieux. Vous êtes une marque d'organisation de concerts. Donc, en quoi c'est un atout, justement, pour valoriser ces jeunes et puis pour créer de nouvelles synergies, peut-être même des alliances nouvelles ? Je pense que déjà, on a été une marque très tard. En France, on a été reconnu très très tard, les gens ne savaient pas. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui est passé pendant la pandémie, on a pris beaucoup plus la parole et les gens le savent et on travaille la Vigie comme une véritable marque. Et je pense que ce qu'il faut, c'est... Le Covid nous a appris que c'est ensemble qu'on va réussir des choses. Et surtout dans le monde d'événementiel, pas que le spectacle. Moi, je pense qu'on a des passerelles à tirer dans tous les corps de métier qui peuvent être autour de nous pour arriver à faire des choses différentes. Proposer des choses différentes, parce qu'on a de la compétence, on a de la connaissance. Comment on peut arriver aujourd'hui à travailler différemment, associer avec des marques, comme des marques de champagne, peut-être pour faire des événements qui sont différents, avec des artistes, avec des peintres. Aujourd'hui, on s'occupe
de chef, comme Jean Humbert, et pourtant il fait pas de la musique, mais c'est un artiste. On s'occupe de Seb, qui est aussi un artiste. Donc je pense que c'est comment on arrive à agréger tous ces gens aujourd'hui qui ont de la compétence pour faire des choses nouvelles et proposer au public des événements qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont pas être seulement que le prisme du je monte sur scène et je joue de la musique. Et je pense que ça peut se faire, comme je disais tout à l'heure, dans un train, ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire dans une vigne, ça peut se faire dans une grotte, ça peut se faire à la montagne. À un moment donné, on avait fait un concert de Christophe Willem en haut d'une montagne, c'était intéressant, ou The Blaze en haut du Mont Blanc, et les gens avaient adhéré. Donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, il y aura toujours des très très grandes messes. On va toujours faire 320 personnes sur Coldplay ou des festivals qui font 100 000 personnes. Mais je pense qu'on doit aussi revenir à des choses qui sont beaucoup plus locales, beaucoup plus territoriales et qui mettent en avant le savoir-faire français. Et je pense que notre rôle à nous, c'est aussi de mettre en avant tous ces savoir-faire dans l'agriculture, dans la gastronomie, dans la technologie. Et je pense que si On on va faire arrive... un tour à Urville. Voilà. 120 habitants, c'est ça? C'est ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je disais, pendant la pandémie, où les gens étaient un peu aigris d'être restés en France parce qu'on les a obligés à rester en France et pas à l'étranger. Sauf que tout ce qu'ils ont dépensé en France ont été dans les territoires, dans les qualités, ont permis aux mairies, aux régions de dépenser plus dans les écoles, plus dans les hôpitaux. Et je pense qu'il faut savoir que la relance de l'économie, elle passe d'abord par nous et par la façon dont on va dépenser, la façon dont on va collaborer ensemble. Et je pense que si on veut aujourd'hui un avenir qui soit prospère et rayonnant pour nos familles, pour nos enfants, il faut qu'on s'écoute entre nous et qu'on travaille ensemble. Et alors, vous êtes le patron de Live Nation France, et là, on parle de la France, des territoires, mais un petit regard quand même sur l'international. Il y a des territoires dans lesquels, au fond, vous aimeriez investir, explorer, des continents qui, aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un potentiel de croissance important. Il y a eu un rachat du plus gros promoteur de musique au Mexique, au César, par Live Nation. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres territoires où vous aimeriez opérer, des rêves, des envies particulières? Mais je pense que... Si on se projette il y a 10 ans, les tournées, c'était Amérique, Europe, seulement. Après, on a commencé à voir un peu Amérique, Europe, Asie, avec l'émergence des pays asiatiques. Et depuis 5-6 ans, on a enfin découvert que l'Australie est un véritable continent et que des tournées allaient faire un mois en Australie. Et là, depuis 2-3 ans, on a découvert que l'Amérique du Sud, c'était énorme. Et on parle d'un marché qui est gigantesque parce que comme il y a très peu de salles de concert, les concerts ont lieu dans des stades. Donc très vite, on arrive à des chiffres d'affaires qui sont colossaux. Les festivals là-bas, Rock in Rio, c'est 130 000 personnes le soir. Le Lollapalooza, c'est 120 000 personnes à Sao Paulo. Et surtout, ils sont consommateurs de musique. Et en plus, local, parce que quand on regarde Spotify en Amérique du Sud, les 50 premiers sont sud-américains. Et dans les 100 premiers, il y en a peut-être... c'est en circuit court. Voilà, c'est en circuit, vraiment. Et donc, du coup, il y a des véritables marchés. Et je pense que moi, le prochain marché va être le marché africain. Marché africain. Marché africain. Ouais. Voilà. Allez, on poursuit avec le champagne. Hein. On dit souvent qu'il est au Bulls, que la haute couture est à la mode. Oui. Et puis alors vous, quand même, ce champagne Drapier, c'est pas n'importe lequel, parce que c'était le préféré du général de Gaulle. Oui. Donc cette année, il y avait un double anniversaire quand même, celui de sa naissance, celui de sa disparition. Ça a joué sur les ventes ou pas? Ça a joué sur les cérémonies, sur la symbolique, sur les ventes peut-être pas tant que ça. Effectivement, on a une cuvée qui est en hommage à Charles de Gaulle, mais qui représente une toute petite partie de notre production. Et il y a une cuvée spéciale qui a été faite? Une cuvée spéciale qui existe déjà depuis très longtemps. Voilà, ça on la connaît. Mais qui a particulièrement été bien vendue cette année. Notamment à Colombey-les-Deux-Églises, si vous connaissez. Étonnamment. Alors parlons stratégie. Sur quoi misez-vous aujourd'hui pour vous distinguer, hein, continuer d'exister face aux grands groupes? Quelle place pour les maisons indépendantes comme la vôtre? Alors, la place en Champagne, moi j'ai la chance de vivre, je pense, une époque qui est fantastique, puisque justement, il y a l'émergence et le développement des marques indépendantes. En fait, l'indépendance devient peut-être même une marque. C'est-à-dire que le luxe, le champagne était souvent associé au luxe. Et c'est vrai que c'est un très, très beau vin, mais souvent, les codes étaient vraiment ceux du luxe. Et aujourd'hui, la Champagne, elle est un peu le trait d'union entre le vin et le luxe. Et donc, il y a une émergence de tout ce qui est marque indépendante, du terroir notamment, avec une valorisation territoriale, des spécificités de chaque commune, de chaque famille, parfois même de chaque parcelle. Donc,
pour nous, la solution, en tout cas, la famille Drapier, et je partage ça avec mes frères, mes parents, mon grand-père encore aujourd'hui, c'est de valoriser ces spécificités qui sont les nôtres depuis 8 générations. Je suis la 8e génération, qu'elles soient dans la vigne par des pratiques culturelles spécifiques comme l'agriculture biologique, jusqu'à des types de cuvées qui vont être peut-être un peu différentes. On a réintroduit des cépages anciens, de manière à ce que la diversité qui existe en Champagne, en fait, elle continue d'être valorisée et qu'elle soit peut-être même plus connue qu'elle l'était il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le Champagne, c'était peut-être moins de marques, moins de cuvées par marque. C'était quelque chose qui était peut-être un petit peu plus unifié. Et aujourd'hui, la Champagne, en fait, on découvre qu'il y a un panel incroyable, et ce qui permet aussi aux consommateurs de voyager dans ce panel-là. Il commence à un endroit, et puis peut-être que dans 20 ans, il sera peut-être pas aussi fidèle qu'il l'était il y a 20 ans, mais il aura découvert d'autres choses que la Champagne avait à offrir. Et vous dites que c'est une très belle histoire familiale, vous êtes la 8e génération. Je ne sais pas si, autour de la table, vous aviez vu ce film il y a quelques années déjà, qui s'appelait Mondovino, où on voyait une famille de Bourgogne, dont je suis originaire, donc j'ai une sensibilité particulière, la famille de Monti, et on voyait bien le père, qui était un personnage truculent, et avec 2 enfants, un fils et une fille, qui n'avaient pas la même approche du monde du vin et de la manière dont on voulait faire le vin. Est-ce que vous avez été confronté à ça dans votre famille, avec évidemment des changements de goût, de consommation, de manière de produire, de manière de vinifier, parce que évidemment, voilà, les choses ont évolué. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça ? Oui, c'est une vraie question qui est autant humaine qu'elle est entrepreneuriale, parce que chez nous, tout est mélangé. Hein. C'est-à-dire que la famille, c'est la même chose que l'entreprise. Il y a aussi le film Ceux qui nous lient, qui récemment a rappelé exactement ces enjeux dans la fratrie, dans le rapport à nos parents, et même nos grands-parents. Moi, j'ai la chance, avec mes frères, on est très différents, mais on partage vraiment la même vision, ou les mêmes envies, ou peut-être même les mêmes goûts en termes de vin. Donc ça nous rapproche énormément. On a des façons très différentes de faire, mais en tout cas, on est une famille dont l'histoire est vraiment entrepreneuriale, puisque mes grands-parents ont repris une entreprise qui était quand même petite, qui était à l'échelle du vignoble, parce qu'ils étaient vignerons, et qui a été développée par mes grands-parents, puis par mon grand-père et aujourd'hui par nous. Donc il y a l'envie de faire des choses nouvelles aussi, et de ne pas nous empêcher de les faire. Oui, et garder la tradition, oui, tout en bousculant un petit peu les codes. Vous l'avez fait déjà, d'ailleurs, avec vous avez exploré des solutions originales, c'est ce champagne 0 soufre. Oui, vous êtes bien renseigné. Effectivement, on est. Et on bosse un peu avant. Ouais, Est-ce que vous croyez ? Champagne sans soufre, champagne sans soufre et même sans dosage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dosage de sucre ajouté. Et effectivement, mon père avait déjà poussé des expérimentations très loin dans réduire les doses de soufre. Le soufre, c'est un conservateur. De manière à avoir un champagne le plus naturel possible, donc sans soufre, sans filtration, etc. Et c'est vrai qu'on poursuit ça. Mon frère donc vinifie, lui est vraiment dans la technique, et il essaye de faire vraiment disparaître au maximum tous les intrants. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de la maison. Donc il y a un vrai savoir-faire français là, et qui permet peut-être de se différencier face à la déferlante de ce qu'on connaît, les pétillants et Prosecco. Et moi j'ai une affaire en tête il y a quelques semaines, qui était l'affaire russe du champagne estampillé, avec les questions d'appellation d'origine. Comment vous avez traversé ce moment-là, et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors c'était intéressant parce qu'effectivement c'est devenu un enjeu quasiment géopolitique. Ça a pris une dimension comme quoi la valorisation du savoir-faire, la gastronomie, ça a une importance. C'est là vraiment qu'on s'est rendu compte que ça avait une importance qui nous dépassait un petit peu. Effectivement, c'était très important pour la Champagne de rappeler que le champagne vient de la Champagne, est né en Champagne. Je ne m'attribue pas cette invention, mais le vin effervescent est quand même né en Champagne. Et donc, il y a tout un travail qui est fait autour de la défense de l'appellation Champagne, parce que c'est un seul terroir, c'est des conditions météorologiques, etc. Et puis, d'un seul coup, pourtant, il y a une très longue histoire avec la Russie, puisque la Russie a été historiquement très consommatrice de champagne. Et il y a eu cette intervention comme quoi on n'avait plus le droit d'utiliser le mot champagnskoye. Alors, il faut savoir qu'en réalité, on parlait de petites lignes. Hein. On n'a pas dû changer notre étiquette. Finalement, ça nous a fait un coup de pub assez intéressant. et la Champagne a pris une décision collective avec, qui est très typique de l'écosystème champenois, en disant... Voilà, on a nos règles et ça a été des discussions qui nous permettent aujourd'hui de continuer à envoyer des bouteilles quasiment sans aucun changement.
Alors une autre question, ça concerne les prix du champagne qu'on évoquait tout à l'heure, avec ce risque de tension sur les prix. Il s'avère que c'est un champagne d'un hard discounter qui a été élu meilleur rapport qualité-prix par 60 millions de consommateurs. On peut vraiment marier des prix bas pour le champagne et qualité. C'est possible, et surtout c'est possible sans mettre son exploitation dans le rouge? C'est une bonne question. Alors, je ne suis malheureusement pas dans ce cas de... Vous ne faites pas de champagne pas cher, voilà. Donc, je ne veux pas parler à la place du producteur. Je dirais que c'est pas forcément facile puisque la matière, donc le raisin en Champagne est assez onéreux. Donc il y a déjà des coûts qui sont incompressibles en fait puisque le raisin coûte cher. Après, je n'ai pas la formule magique pour réussir à vendre un champagne qui est aussi peu cher. J'imagine que voilà, c'est la parole du consommateur ou du jury qui a jugé que c'était un très bon champagne. Je serais curieuse de le déguster. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'année 2022. Alors, comme vous les gardez 3 ans, 2021, climatologiquement parlant, a été compliqué. Vous avez beaucoup de pertes de production ou pas beaucoup de régions qui ont été frappées, viticoles, avec des pertes parce que l'aléa climatique, c'est devenu un aléa qu'il va falloir rentrer dans vos prévisions, dans vos BP et dans la manière dont vous construisez. Vous avez subi beaucoup de pertes et comment est-ce que vous comptez justement, si vous en avez subi, contrer ces éléments peu difficile à manager. Oui. Disons que cette année, ça a été difficile sur l'ensemble du vignoble français. C'est pas que la Champagne. Il y a eu des épisodes de gel, des épisodes d'humidité, de grêle, et puis une humidité très très longue. Donc l'ensemble du vignoble a souffert. Nous, on a souffert. Oui, on a perdu à peu près 40% de ce qu'on aurait dû habituellement récolter. Après, il faut savoir que la Champagne a un système particulier qui permet d'avoir une réserve. Donc on a ce qu'on appelle une réserve qualitative qu'on garde d'année en année, et qui permet justement de pallier ces effets. Ça a été très bien pensé il y a longtemps et c'est une des points de différenciation du champagne qui fait qu'aujourd'hui, on n'aura pas de trous comme certaines appellations qui sont vraiment dans la difficulté parce que je connais des domaines, des amis vignerons qui ne vont pas avoir une bouteille à vendre en 2022, ce qui ne sera pas le cas de la Champagne. Mais est-ce que ça implique quand même pour le futur, parce que ces phénomènes météo qui sont quand même de plus en plus fréquents, qui peuvent être violents aussi, est-ce que ça implique quand même des innovations technologiques pour y faire face? Oui, et notamment, par exemple, je pense au gel. On commence à réfléchir à des façons plus pérennes de faire face à des épisodes de gel qui sont quand même peut-être plus fréquents. On peut pas pallier à tout, puisqu'évidemment, un orage, on ne peut rien y faire. Donc, il y a des solutions, peut-être d'éoliennes pour faire des brassages de vent qui sont en train de s'installer, qui sont beaucoup plus durables que allumer une bougie pour éviter le gel. Donc, et même des réflexions sur la façon dont on taille, le type de plan qu'on utilise, la façon dont on travaille le sol, à toutes ces échelles-là pour essayer de minimiser des cépages plus résistants aussi. Des cépages plus résistants aux maladies pour éviter des intrants, etc. Non, il y a énormément de choses qui avancent dans ce domaine. J'ai une petite question parce que dans les échanges que je peux avoir parfois, il y a certains vignobles qui parlent, dans le cadre de RSE et de développement durable, de monter certains cépages dans le nord de l'Europe, justement parce que le climat va changer. Et nous, on est déjà très au nord. J'ai compris le territoire, la Champagne et tout, mais ce n'est pas des choses qui sont envisageables chez vous. Non, parce que il y a vraiment un écosystème entre le terroir, la climatologie qui fait qu'on ne peut pas se déplacer ailleurs. Il y a des études qui sont faites en Angleterre, mais pour l'instant, la Champagne, le meilleur endroit pour faire du champagne est en Champagne. Et c'est encore le cas, donc même malgré les différences climatiques. Entendez bien et gardez-le pour compte. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois. Et c'est donc l'heure des bonnes notes du mois. Et la bonne note du mois, le gagnant, c'est Renaud Benjamin avec son concept de Refactory. Et oui, place à l'industrie circulaire. Florence et Renaud, d'ici 2024, avaient annoncé la fin de ces activités d'assemblage dont vous savez cette mythique usine de Renault à Flins. C'est celle qui avait fait la Clio, la Renault 5, la 4L. Eh bien, au lieu de simplement fermer les locaux, Renault a décidé de les transformer dans ce qui pourrait devenir la plus grande usine de reconditionnement d'Europe. Un grand back market de la mobilité, en quelque sorte, avec l'inauguration qui a eu lieu le 30 novembre dernier et 8 millions d'euros qui ont déjà été investis. Le principe est très simple.
industrialiser le reconditionnement des véhicules d'occasion pour en réduire les coûts. C'est ainsi que les véhicules thermiques voués à disparaître se verront offrir une deuxième jeunesse avec une conversion avec des énergies moins carbonées. Ce sera aussi le lieu pour renforcer la collecte des batteries et les préparer là encore à une nouvelle vie. C'est un sujet immense. Bref, c'est une première bonne nouvelle pour l'environnement. Et puis il y a une deuxième bonne nouvelle dans la première. C'est une excellente nouvelle pour l'emploi. 700 collaborateurs de l'usine de Flins auront rejoint l'équipe de la Factory à la fin de l'année. Et à terme, c'est près de 3000 personnes à horizon 2030 dans cette usine qui aujourd'hui n'en comptait que 2600. Comme quoi, l'industrie verte a de l'avenir dans notre pays. Donc c'est une très bonne note pour Renault. Une très bonne note et de bonnes nouvelles. Autre bonne note, Charline, Angelo. Allez, Charline. Moi, je voulais parler quand même d'une initiative champenoise qui est la transmission, une association de 9 femmes dont j'ai la chance de faire partie. Et justement, on parlait de la valorisation du collectif aujourd'hui pour que nos filières soient vertueuses et dans notre cas féminines aussi, pour la meilleure insertion des femmes dans des carrières à un certain niveau en Champagne. Voilà, on fait des actions, des événements autour du Champagne et justement de la démocratisation du Champagne auprès des jeunes filles et des jeunes étudiants. Et oui, que ce soit de la part de maisons indépendantes comme la vôtre, que de grandes marques de champagne aussi. Vous êtes ensemble. Exactement. Que ce soit des coopératives, des grandes maisons ou des petites et de tous les âges. Une belle bonne note. Votre bonne note, Angelo? Bonne note, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je suis désolé, hein, c'est du vin sans alcool. Ah bah voilà. Donc ça s'appelle Petit Béret et ils font de la liqueur, du vin et de la bière sans alcool. C'est 100% bio, 100% français et on parle de bonnes notes, on parle de futur. Je pense que c'est une initiative qui est intéressante, qui est pertinente dans les contraintes qu'on a à l'heure actuelle, qui va intéresser des gens et je donne un 10. Voilà. C'est la fête sans mot de tête garantie. Et pas que la fête, hein. Je pense que c'est le repas du midi, parce qu'on voit que les gens avant, ils aimaient boire, mais aujourd'hui, c'est pas plus de 2 verres. Donc si on en prend le matin, on n'en prend pas un soir. Enfin, donc je pense que ça va aller vers quelque chose. Enfin, si vous en prenez le matin... Je pense que, mais je pense c'est une bonne initiative. J'ai pas encore goûté. J'ai lu que ça partait aussi de l'un des meilleurs... Sommelier qui s'appelle Dominique Laporte. Donc je me dis, voilà, si Dominique Laporte est impliqué dedans, il doit y avoir quelque chose qui doit être intéressant. Donc je conseille Petit Béret. Du champagne sans alcool, ça serait possible? Ça serait pas possible. Ça fait pas partie des innovations technologiques, oui. C'est du champomis. Il y a déjà, c'est vrai, pour les enfants. Allez, exceptionnellement, comme c'est la fin d'année, une dernière petite question. Allez, votre souhait ou votre bonne résolution pour 2022? Le souhait, c'est que tout le monde reparte dans les salles de spectacle, et pas que pour les concerts, mais aussi pour tous les petits théâtres, tous les petits comiques et tous les nouveaux spectacles qui se mettent en marche, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des acteurs ou des actrices ou des chanteurs sacrifiés. Et après, mon souhait, c'est que surtout que tout le monde se porte bien et qu'on ait surtout des élections présidentielles qui soient très saines, parce que le pays a besoin d'un pays sain. Et vous, Charline? Alors moi, je vais rester sur le champagne, mais que le champagne apporte beaucoup de sourires et beaucoup de beaux moments en famille avec des amis pour cette année. Voilà, bonne année à tous. Et c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver tout le week-end sur Bismart. Et on vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Très belle fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous avec du champagne et de la musique. Rendez-vous en janvier avec de nouveaux invités.